C'est l'heure de 64 débats. Le thème a ruée mondiale vers l'or. Jusqu'à quand et quelles conséquences? L'once d'or a dépassé récemment les 4300 $ et le précieux métal attise les convoitises des trafiquants, en particulier en Afrique. Avec nous pour en parler sur le plateau de 64 minutes, Laurent Schwartz, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes le président du comptoir national de l'or. C'est le spécialiste de l'achat et de la vente d'or en France depuis 1976. Avec nous également Yvan Schulz, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu également, responsable des programmes matières premières chez Swissaid, une organisation non gouvernementale helvétique qui lutte contre la pauvreté dans le monde, avec des études, on va le voir, très intéressantes. Mais avant de vous donner la parole, messieurs, on fait le point avec Vicky Bogart sur l'envolée des cours d'or dans le monde. Bonsoir Vicky. Bonsoir. Concrètement, où en est-on aujourd'hui sur cette flambée de l'or ? Quand on parle du cours de l'or, on parle toujours de l'once, l'unité de référence sur les marchés. Elle correspond exactement à 31,1 grammes. Aujourd'hui, l'once d'or s'échange autour de 4 000 $, soit environ 3 450 €. Et la hausse est tout simplement spectaculaire. Depuis janvier, le cours progresse de plus de 50%. On a même franchi un record historique, vous l'avez dit, en octobre. L'once a atteint 4 381 $. C'est du jamais vu. Pour vous donner une idée, 1 kilo d'or vaut désormais plus de 112 000 €. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors comment expliquer, Vicky, une telle envolée ? La première raison, c'est l'incertitude. Quand l'avenir inquiète, l'or est une valeur refuge. Et ces dernières années, il y a eu de quoi s'inquiéter. La guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, les tensions commerciales, les nouveaux droits de douane. Cette instabilité fait monter le cours. Autre explication, l'or profite aussi de la baisse des taux d'intérêt. Car vous le savez, l'or ne rapporte pas d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt sont élevés, il vaut mieux placer son argent dans des produits qui rapportent des taux d'intérêt. Mais quand les taux baissent, l'or devient plus attractif. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette envolée de l'or? On imagine que oui. Vicky, par exemple, la place du dollar? Effectivement, les sanctions financières contre la Russie ou les tensions commerciales ont rappelé qu'un pays dépendant du dollar peut voir ses avoirs gelés ou bloqués. Conséquence, certains États cherchent à réduire leur dépendance aux billets verts et il n'existe pas beaucoup d'alternatives, mis à part l'or. Et résultat, les banques centrales se ruent vers l'or. Oui, elles achètent désormais près d'un tiers de la production mondiale, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis les années 1960, à l'époque de l'étalon or. Entre 2011 et 2021, les banques centrales achetaient moins de 500 tonnes d'or par an. Aujourd'hui, c'est le double, près de 1000 tonnes d'or par an. La dynamique est portée par les pays émergents, notamment la Chine. Pékin a accumulé de l'or à un rythme inédit depuis 2 ans pour réduire sa dépendance au dollar et sécuriser ses réserves en cas de tension ou de sanctions. La Turquie, la Russie ou encore la Pologne font de même. Au total, les banques centrales détiennent aujourd'hui plus de 30 000 tonnes d'or, évaluées à environ 4 000 milliards de $, une demande qui fait forcément augmenter les prix. Merci beaucoup Vicky pour ce point complet. Il fallait le faire parce que c'est vrai qu'on ne sait par exemple pas forcément qu'une once pèse donc 31,1 grammes. Laurent Schwartz, est-ce qu'on peut parler d'une flambée, d'une envolée des prix, enfin des cours de l'or sans précédent ? Alors, c'est sans précédent, mais ce que l'on constate, c'est quand même une augmentation du cours de l'or depuis plus de 15 ans. Donc, c'est une envolée, certes. Il y a un mouvement. C'est un mouvement qui perdure depuis de nombreuses années. C'est vrai que cette année, l'année dernière, le cours avait également augmenté de 35%. Depuis 2019, il ne cesse d'augmenter. Il avait déjà connu une période de forte augmentation post-crise des subprimes entre 2008 et 2013. Il avait été multiplié par plus de 4. Donc c'est une envolée, mais qui était une envolée soutenue et soutenue par les fondamentaux qui viennent d'être expliqués. Alors justement, Vicky vient de nous en dire beaucoup. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur... alors évidemment, ça dépend, on l'a compris, du contexte géopolitique, notamment international, mais si vous deviez peut-être étayer un peu plus, vous le spécialiste, que diriez-vous ? C'est vrai que l'or est le reflet des incertitudes du monde. L'or augmente en cas de crise, de tensions géopolitiques, que ce soit des guerres ou des crises financières ou économiques. Et malheureusement, on est plutôt servi ces dernières années. L'or augmente lorsque les banques centrales s'y intéressent. Elles s'y intéressent parce que c'est une valeur refuge, c'est une valeur de diversification, également pour les banques centrales, pas que pour les particuliers et pour les investisseurs. Les banques centrales détiennent 1/5 de la détention d'or dans le monde et c'est leur premier actif de réserve après le dollar.
devant l'euro. Donc c'est dire l'importance que revêt le dollar sur le plan monétaire également. Alors là, on parle vraiment de macroéconomie, de chiffres, mais derrière, il y a des hommes, des femmes. On parlait dans la première partie, vous assitiez en coulisses au journal et vous y étiez très attentif à ces 32 personnes, ces creuseurs artisanaux qui ont perdu la vie en République démocratique du Congo, même si on ne parlait pas d'or, effectivement. Jan Schulz, l'an dernier, vous avez publié un rapport retentissant avec ce titre sur la piste de l'or africain. Ça a immédiatement connu un large écho médiatique à travers le monde. Avec Marc Hummel, vous avez co-rédigé ce rapport. Quel est le grand enseignement de cette enquête ? Alors je dirais que le chiffre clé, en fait, c'est les 435 tonnes d'or qui sont sorties du continent africain en 2022 sans avoir été déclarées à l'exportation. Et cet or correspond à 40% de la production du total du continent. Et c'est un or qui est allé principalement aux Émirats arabes unis et qui représente une fortune, en fait. Au taux du jour, ce serait 50 milliards de dollars. 435 tonnes d'or, donc on le redit, 2022, 435 tonnes d'or qui ont quitté le continent africain en contrebande. Ça veut dire quoi en contrebande, concrètement ? Alors, il y a plein de cas de figure, mais concrètement, ça veut dire qu'il n'a pas été déclaré à la frontière et donc qu'il n'y a pas de taxes qui ont été payées sur cet or, pas de taxes à l'exportation notamment, et donc que c'est un or qui n'a pas pu aller enrichir les caisses de l'État. Et donc, ça fait partie en fait de ce phénomène plus large où les pays africains ne bénéficient pas véritablement, pas entièrement des richesses de leur sous-sol. On parlait du contexte international, on pourrait se dire 2022, année particulière, 435 tonnes, pas du tout. On va voir d'autres chiffres. La moyenne, c'est quoi ? C'est entre 321 et 474 tonnes d'or artisanal produites chaque année en Afrique sans être déclarées. J'aimerais que vous nous parliez d'un cas par tout votre contrôle, cas d'école, le Ghana notamment. Racontez-nous, et quel est le manque à gagner pour, par exemple, ce pays d'Afrique de l'Ouest ? Voilà, donc au Ghana, jusqu'à récemment, l'or de la petite mine, de la mine artisanale et à petite échelle, échappait largement au contrôle du gouvernement. Les choses ont changé quelque peu depuis la création d'une agence étatique qui s'appelle le Gold Board, qui est très récente en fait, qui date du début de l'année. Et donc depuis le début de l'année, le Gold Board a enregistré des exportations de 66 tonnes d'or pour une valeur de 6 milliards de dollars. Et ça, c'est quelque chose de très récent, de très nouveau. Le gouvernement ghanéen a tenté en fait, de mieux encadrer, de mieux réglementer ce secteur pendant des années. Là, il semblerait qu'il ait réussi d'une certaine façon, mais ça pose aussi des questions très importantes en matière de transparence notamment, de devoir de diligence, un thème que vous avez déjà abordé dans cette émission. Je vous fais réagir dans un instant, mais juste sur Dubaï, vraiment principale plaque tournante de cette orsale. Je vous pose la question avec un point d'interrogation, oui ? Oui, bien sûr, et ça c'est encore le cas à l'heure actuelle. Donc notre rapport est sorti l'an dernier et portait principalement sur des données de 2022, mais les chiffres sur les importations d'or des Émirats sont sortis récemment, et là on constate que les Émirats ont importé 748 tonnes d'or du continent africain, dont de pays comme le Togo, qui n'a pas aucune mine d'or, qui est connu comme une plaque tournante pour l'or de contrebande de la région, dont de pays comme la Guinée, où on a 144 tonnes d'or, alors qu'on voit mal d'où vient au moins la moitié, en fait. La moitié doit venir d'autres pays de la région, et donc c'est de l'or de contrebande, et donc c'est de l'or qui aurait dû être contrôlé à l'entrée à Dubaï. Alors je précise qu'on vous a donné quelques chiffres ce soir, on ne va pas tous les donner, et pour cause, parce qu'en fait c'est très précis. On vous invite d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, à aller sur le site de Swissaid, parce qu'il y a vraiment les chiffres pays par pays. On peut même envoyer un courriel pour vous demander effectivement les chiffres sur un pays en question. Vous connaissiez cette contrebande d'or, vous qui êtes dans le métier depuis des années ? Alors on ne s'y intéresse pas précisément puisqu'on n'est pas concerné par ces phénomènes de contrebande. C'est vrai qu'on est sur un schéma en circuit fermé. En France, ce sont les Français qui viennent nous vendre les héritages qu'ils ont bénéficiés ou les bijoux qu'ils ont accumulés au fil des années, et on participe à l'économie circulaire en alimentant le recyclage qui représente un quart de l'approvisionnement d'or dans le monde. Mais l'or que vous vendez ? Alors, l'or que l'on vend, il est issu de l'or que l'on achète. Donc, en fait, on est en circuit fermé. Après, on a connaissance des travers, évidemment, que l'on peut avoir. Enfin, plus c'est peut-être pas le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas des excès et des malheurs que cela peut provoquer dans les pays d'Afrique. On sait que les Émirats arabes, le Dubaï et la plaque tournante, on sait aussi que de l'or a été
que la Russie, grand producteur aussi d'or dans le monde, a écoulé son or dans d'autres pays que ceux qui lui ont fermé les portes. Et c'est souvent ces mêmes pays qui ont accueilli cet or. Donc oui, on est sensible, mais c'est vrai que c'est pas du tout notre environnement. C'est pas du tout votre environnement, mais est-ce que vous aimeriez qu'il y ait plus de législation internationale, plus de contrôle? On imagine qu'il y en a, notamment au niveau parfois des douanes, parfois des postes frontières. Alors, il y a déjà beaucoup de choses et on peut faire toujours plus et il faut faire toujours plus. C'est vrai que l'or est quelque chose de fongible, qui prend peu de place, qui est très facile à transporter, qui est très facilement transmissible. Donc c'est évidemment, il faut aller dans cette direction, mais on sait que c'est pas facile. En France, on a une législation qui impose la traçabilité, on relève l'identité de nos clients, mais une fois de plus, voilà, on ne rachète pas d'or minier ou d'or issu de l'extraction minière. Alors où se vend cet or en fait, cet or sale? Alors le problème, c'est que la chaîne d'approvisionnement est assez longue et il y a plusieurs étapes où l'or est refondu, raffiné à nouveau, enfin il est raffiné plusieurs fois et à chaque fois en fait on a un problème de traçabilité, mais nous à travers nos travaux on a découvert que la Suisse par exemple, qui est une plaque importante, une plaque tournante importante pour l'or au niveau mondial, 30 à 40% de l'or mondial est importé en Suisse. Et la Suisse importe de l'or de Dubaï. Et ce n'est pas des petites quantités, c'est plusieurs centaines de tonnes. Donc dans cet or-là... les autorités helvétiques, vous les Alors avez jusqu'à présent, en Suisse, on avait une réglementation qui était trop faible pour permettre véritablement des contrôles efficaces là-dessus. Ça a changé cette année. On a une nouvelle loi qui donne davantage de compétences en fait aux douanes. Donc on espère que ça va avoir un impact. Il faut encore voir comment elle sera mise en œuvre. Est-ce que cette flambée du cours de l'or que l'on a évoqué il y a quelques minutes avec Vicky Bogart, est-ce que ça a une incidence sur cette contrebande? Est-ce que la courbe de la contrebande suit la courbe du prix de l'or? Alors, c'est difficile de le dire comme ça de manière certaine, mais une chose... Je pense que ça n'atténue pas le phénomène en tout cas. Mais exactement, ça augmente l'attrait de l'or, et notamment pour des groupes criminels, pour des groupes armés, et on le voit par exemple en Amérique du Sud ou dans la région du bassin amazonien. On voit maintenant des narcotrafiquants qui sont impliqués là-dedans, qui n'étaient pas forcément par le passé, et qui tirent en fait une bonne partie, voire la majorité de leurs revenus du trafic de l'or. Et ça, c'est vraiment un nouveau phénomène. Et c'est clair que ça va contribuer à la contrebande. Et est-ce que dans un pays comme la France, il peut y avoir une concurrence déloyale, une désorganisation, notamment du marché, à cause de tout cela? Alors, je ne suis pas sûr qu'on verrait ça de manière très claire, mais en tout cas... C'est peut-être plutôt pour vous la question d'ailleurs. Alors, j'ai pas très bien compris le sens, parce qu'on parle de concurrence. Est-ce que le marché, alors on a bien compris que vous étiez dans un circuit précis. Concurrencé par une forme de contrebande. Non, on le sent pas. Ce n'est pas notre marché. On a des investisseurs, des épargnants qui viennent au comptoir national de l'or pour placer tout ou partie de leur épargne. Ce ne sont pas des gens qui sont attirés par des circuits alternatifs, parallèles. Non, c'est pas trop le sujet. Et si je peux me permettre de répondre à la question, là où il y a encore un grand risque, c'est au niveau de l'or dit recyclé. Alors nous, on n'utilise pas cette terminologie parce que pour nous, l'or, c'est jamais un déchet, quoi. C'est toujours retraité, reprocessed, comme on dit en anglais. Et en fait, cet or recyclé, sa véritable origine, dans certains cas, pourrait être une mine peu de temps auparavant. Il y a ce risque qu'on voit très clairement. Et donc, il y aurait beaucoup plus de travail à faire sur la traçabilité du soi-disant. Juste sur la question le Soudan, on sait que les Émirats arabes unis sont incriminés s'agissant du Soudan. Est-ce que vous avez des choses à nous dire à ce sujet? Les Émirats démentent toute implication. Est-ce qu'il est question d'or dans ce pays meurtri par une guerre civile et des massacres qui pourraient s'apparenter, selon l'ONU, à des crimes contre l'humanité? Alors je crois que le rôle de Dubaï comme plaque tournante, notamment pour l'or soudanais, il est assez évident. Ceci dit, le gouvernement émirati a décidé de mettre fin aux importations directes de marchandises de Port-Soudan l'été dernier. Ce que ça a eu comme impact, c'est que l'or ne peut plus être envoyé directement de Port-Soudan à Dubaï, mais nous, on a des indications très claires que maintenant, il passe par des pays voisins du Soudan, et la destination prochaine, ça reste Dubaï. Jusqu'où peut aller la flambée du cours de l'or? Alors, je rebondis très rapidement sur la partie recyclée, puisqu'il y a 2 semaines, on accueillait une grande maison de luxe qui venait voir nos ateliers pour s'assurer
de la provenance de l'or qu'elles utilisent et donc de cet or recyclé. Donc elles font des efforts et on le constate de notre côté et on participe, toutes ceux et toutes celles qui viennent vendre leur or font aussi un geste citoyen en alimentant ce marché pour qu'il y ait moins d'extraction minière, même si l'extraction minière reste les 3/4, je crois, de l'offre d'or dans le monde. Et sur le cours, ça peut aller jusqu'à combien? 5 000, 6 000 Alors sur le cours de l'or, beaucoup d'analystes y vont de leur pronostic. C'est vrai que le cours évolue favorablement à différents critères. La baisse des taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont plutôt à la baisse. Les tensions géopolitiques, malheureusement, chacun se fera son idée des tensions et des conflits ouverts ou potentiels. Et aussi de la bulle de l'IA qui inquiète beaucoup, qui inquiète beaucoup les marchés et qui pourrait provoquer une baisse des marchés financiers et une augmentation par conséquent du cours de l'or. Merci beaucoup Laurent Schwartz et merci beaucoup Yvan Schultz d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.